Bonjour et bienvenue sur le podcast Fleur d'avocat par Lila Louise Maréchaux, c'est-à-dire moi-même. Je suis ravie de vous retrouver pour un troisième et avant-dernier épisode qui est une lecture commentée de l'ouvrage de Éric Jean Garcia, qui est professeur en leadership, spécialiste des questions de leadership à Sciences Po Executive Education et consultant par ailleurs dans les organisations. Et cet épisode sera dédié à la question de comment exercer l'autorité en, heu, promouvant le en prenant en compte les contraintes de bien-être au travail. C'est, heu, c'est un sujet, qui m'anime à titre personnel parce que je dirige donc le cabinet de recrutement Iris et Thémis, qui est un cabinet de recrutement, pour cabinet d'avocats et donc à titre personnel, je suis confrontée au fait de diriger et comme j'ai plutôt un souci du bien-être de mon équipe, eh bien, ce sont des préoccupations qui m'animent au quotidien, mais c'est aussi des préoccupations que, je constate être, permanentes chez nos clients, permanentes, heu, qui occupent nos clients activement de, en fait, comment est-ce qu'ils trouvent le juste équilibre entre leur autorité comme fondateur, comme associé et le fait de l'exercer, d'une façon qui soit compatible avec, des relations de travail harmonieuses, le bien-être de leurs collaborateurs. Parce que nous avons plutôt la chance de travailler avec des personnes qui se soucient du bien-être avec des avocats qui se soucient du bien-être de leurs collaborateurs. Équilibre qui est difficile à trouver. Parce que et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je suis sûre que si vous écoutez cet épisode, si ce titre vous a appelé, c'est que vous vous sentez concerné par cette préoccupation. Le l'archétype de bon nombre de nos clients, c'est que globalement, ils ont eux-mêmes vécu des conditions de travail qui étaient loin d'être faciles quand ils étaient collaborateurs, avec un management assez dur, des conditions de travail, dures et cetera et eux-mêmes espèrent, ont envie, ont l'ambition, et parfois ça n'est pas juste une ambition, hein, c'est déjà quelque chose qu'ils mettent en place, mais avec les difficultés que ça implique, de proposer des conditions de travail, d'offrir des conditions de travail et de manager leurs collaborateurs, d'une façon qui ne soit pas juste une réplique du système qu'ils ont subi ou d'un style managérial qu'ils ont subi. Ils ont envie de faire mieux et de manager en prenant en compte le bien-être au travail de leur équipe et ce souci qui est réel, se heurte parfois, même souvent, à la réalité du management et j'ai envie de dire au-delà du management, de tout rôle, de direction, et qui vient avec sa part de dureté et que j'ai pu explorer dans, notamment les autres épisodes, de cette série et qui vient avec sa part de dureté et donc il y a cette, réticence à exercer l'autorité parce que d'une certaine façon, cette autorité est vécue comme, il y a une crainte que du coup l'exercice de cette autorité soit vécu comme quelque chose de brutalisant pour, les personnes qui travaillent avec eux, pour ne pas dire pour eux, parce qu'on est souvent dans des cadres de collaboration libérale, donc il y a pas tellement de lien de subordination officielle, mais bon bref, on se comprend. Et c'est un vrai sujet parce que ça conduit pour le coup à des vraies situations de perturbées, on va dire, dans l'organisation, parce qu'on a des fondateurs, des associés, des managers qui s'effacent, et prennent sur eux et se transforment en la variable d'ajustement par, peur de susciter, de générer de la friction à leurs collaborateurs, qui puisse être analysé comme un management, entre guillemets «non tourné vers le bien-être au travail», et ce qui crée des situations où on va avoir une frustration qui s'installe et en fait, ça ne crée pas de positif non plus. Donc voilà, on va en reparler, mais en tout cas, c'est une situation qu'on rencontre finalement. L'excès, je ne sais pas si on peut parler de l'excès de bienveillance ou la bienveillance, mal exercée. Le souci est vertueux, mais l'exécution conduit finalement
un résultat pas, meilleur qui n'est pas meilleur. Ou en tout cas qui n'aboutit pas finalement à une situation de bien-être au travail. Bref, j'en arrête là avec cette introduction. Sachez juste que, voilà, nous, on est régulièrement confrontés à des managers qui ont du mal à trouver leur juste place ou en tout cas pour qui le fait de trouver la juste place est un exercice délicat et que cette lecture, j'espère, les alimentera autant que ça m'alimente, moi, dans cette, réflexion autour de justement la juste place pour à la fois ne pas s'effacer comme, manager, fondateur, associé et donc à ce titre leader ou en tout cas personne qui dispose d'un pouvoir d'autorité et qui, entre guillemets «doit l'exercer» et souci de contribution au bien-être au travail. Je commence la lecture, donc comme je vous le disais, c'est l'ouvrage Esthétique du pouvoir de Éric Jean Garcia, qui est paru récemment aux éditions Ebsens Publishing. Là, le passage que je vous lis, c'est un chapitre donc qui s'intitule «Le leadership qui fait du bien et contribue au bien-être». C'est à partir de la page 227 pour ceux qui voudront aller, poursuivre la lecture de leur côté. Faire du bien n'est pas, à proprement parler, une finalité du leadership. Ce n'est ni une promesse d'avenir, ni un idéal à afficher. Dans l'exercice du pouvoir, le bien-être apparaît plutôt comme un critère d'alerte critique. Il signale la manière dont une décision, une organisation ou une stratégie deviennent soutenables dans l'expérience qu'elles produisent, ou au contraire, commencent à user silencieusement celles et ceux qui les portent, les subissent ou en sont exposés. Dans cette perspective, le bien-être ne renvoie ni au confort ni à la satisfaction individuelle. Il désigne la qualité d'une expérience collective rendue possible par des choix concrets. Une action peut être performante, légitime et rationnelle, tout en produisant une fatigue diffuse, une perte d'initiative, une réticence à parler ou une exposition durable au risque. Le leadership qui fait du bien se reconnaît ainsi moins à ce qu'il proclame qu'à ce qu'il rend effectivement possible. Il se manifeste dans la manière dont les décisions structurent le temps, l'attention, l'exposition au risque, la dignité professionnelle et la capacité d'agir. Ces effets ne relèvent pas d'une psychologie des individus, ils sont produits par des formes d'organisation, des rythmes, des priorités et des arbitrages. Au niveau de la gouvernance, contribuer au bien-être consiste d'abord à poser des limites explicites. Limites à ce qui peut être sacrifié, limites à l'exposition durable des personnes, des territoires ou des écosystèmes. Limite à la vitesse, à la pression, à l'accumulation de contraintes. Une gouvernance contribue au bien-être lorsqu'elle accepte que certaines options, pourtant possibles et rentables, soient jugées indéfendables parce qu'elles installent des régimes d'usure ou d'exposition chronique. On en trouve une illustration fréquente dans certaines stratégies de croissance accélérée où les exigences de rentabilité demeurent abstraitement soutenables, mais où l'accumulation de restructuration, de mobilité contrainte ou de changement d'objectif finit par produire un épuisement organisationnel massif, sans qu'aucune décision isolée ne puisse être désignée comme fautive. À l'inverse, nombre de dégradations durables trouvent leur origine dans des décisions d'horizon cohérentes en apparence, mais qui organisent dans le temps une fatigue structurelle. La dirigeance, en charge du pilotage exécutif de la trajectoire, joue un rôle décisif dans la traduction de ces orientations. C'est à ce niveau que se construit la lisibilité des arbitrages. Le bien-être dépend alors moins de la qualité des intentions que de la cohérence perçue entre priorités, moyens et discours. Une organisation s'use lorsque les objectifs s'accumulent, sans hiérarchisation claire, lorsque les renoncements restent implicites ou lorsque les décisions se succèdent sans que leurs effets aient le temps d'être absorbés. Le management constitue le lieu où le leadership devient pleinement vécu. C'est là que les décisions prennent corps dans des situations concrètes, des réunions, des plannings et des arbitrages quotidiens. Contribuer au bien-être ne signifie pas soustraire les équipes à toute difficulté. Je relis cette phrase. Contribuer au bien-être ne signifie pas soustraire les équipes à toute difficulté. Cela signifie rendre les contraintes intelligibles, expliciter ce qui est demandé
nommer ce qui est perdu et reconnaître ce qui est exposé. À l'inverse, de certaines décisions présentées comme protectrices mais rapidement démenties par les faits, des arbitrages assumés comme exigeants, réduction explicite d'un périmètre, renoncement à une ambition irréaliste, report d'un lancement pourtant attendu, peuvent contribuer durablement au bien-être lorsqu'ils sont expliqués, portés et stabilisés dans le temps. Un leadership peut contribuer au bien-être en portant des décisions exigeantes, à condition qu'elles soient assumées, expliquées et soutenues dans la durée, plutôt qu'imposées sous couvert d'urgence et de nécessité abstraite. Pareil, je relis cette phrase. Un leadership peut contribuer au bien-être en portant des décisions exigeantes, à condition qu'elles soient assumées, expliquées et soutenues dans la durée, plutôt qu'imposées sous couvert d'urgence et de nécessité abstraite. On a un sous-chapitre qui s'intitule Limites du bien-être, que je souhaitais lire également. La dégradation s'installe lorsque ces niveaux produisent, chacun à leur manière, des effets d'usure, et plus encore lorsqu'ils cessent de s'ajuster entre eux. Des décisions raisonnables s'additionnent sans lisibilité d'ensemble. L'urgence s'installe comme régime ordinaire. L'optimisation locale l'emporte sur la soutenabilité globale. Les dispositifs se superposent sans jamais être retirés. Les médiations techniques elles-mêmes peuvent alors contribuer à cette accumulation, en renforçant la pression sans offrir de prise réelle sur le sens de l'action. Dans ces configurations, les décisions peuvent rester défendables prises isolément, tandis que l'ensemble devient progressivement épuisant puis délétère. Le bien-être ne se distribue jamais de manière Le bien-être ne se distribue jamais de manière homogène. Une décision peut alléger l'expérience de certains tout en l'alourdissant pour d'autres. Elle peut renforcer un collectif tout en fragilisant un autre. Elle peut préserver le présent au prix de contraintes accrues pour l'avenir. Voilà pour, heu, voilà pour la lecture. Alors ce que je trouve, intéressant, enfin, en tout cas ce que, heu, ma réaction, directe par rapport à ça, c'est bien sûr et il y a un épisode, qui est dédié à justement le premier épisode, je crois, sur, comment agir pour le bien-être au travail, que je vous invite à écouter, dans lequel j'insiste assez lourdement et en cohérence avec la lecture, sur à quel point est-ce que le bien-être, c'est aussi une question de système et comment est-ce qu'on travaille sur les systèmes, en profondeur, vraiment en s'attaquant aux fondations et à la structure, en ayant en tête cette question du bien-être au travail et en fait, qu'est-ce qui va vraiment avoir un effet de levier sur le bien-être au travail? Donc je vous invite à écouter cet épisode. Mais là, on est plus sur un épisode qui est lié à l'exercice de l'autorité et donc la prise de décision en prise avec cette question du bien-être au travail. Et là où ça fait écho à ce que je peux vivre à titre personnel, mais aussi à ce que je constate que, de nombreux de nos clients et notamment nombreuses de nos clientes qui sont managers d'équipe, fondateurs, associés, hein, toujours, sont confrontés, c'est cette question de la, limite et finalement où s'arrête ce qui peut être perçu comme de la générosité, où s'arrête le fait de coucouner ses collaborateurs parce que surtout on veut être un bon manager, un gentil manager et le bien-être au travail et cetera. Et tout est dans cette question de la limite et du cadre qu'on pose. Et c'est finalement le travail numéro un qu'on est amené à faire. Alors, nous, on fait pas de coaching, hein, de management. On est amené à conseiller nos clients, mais ça n'est jamais le cœur même de la prestation, qu'on c'est ça n'est jamais, en tout cas, ça n'est pas encore le cœur même de la prestation qu'on offre à nos clients. On renvoie vers des partenaires de confiance, qui, sont d'excellents coachs, consultants, accompagnants, appelez ça comme vous voulez, sur ces problématiques managériales et on s'appuie vraiment sur eux quand, on sent qu'il y a un besoin d'un accompagnement qui soit ponctuel ou plus pérenne sur, cet empouvoirment et ce travail de trouver le juste cadre. Mais quand on est amené de façon ponctuelle à parler de ces sujets-là avec nos clients, heu, il y a vraiment cette question du cadre qui revient et finalement quel est le cadre posé et comment ce cadre s'exprime. Et pour en revenir à cette question de la limite, heu,
En tout début de lecture, il y a un moment où on parle du fait que globalement, le leadership qui fait du bien, je vous lis la phrase: «Le leadership qui fait du bien se reconnaît moins à ce qu'il proclame qu'à ce qui rend effectivement possible. Il se manifeste dans la manière dont les décisions structurent le temps, l'attention, l'exposition au risque, la dignité professionnelle et la capacité d'agir». Et sur le fait de rendre possible par la manière dont on dirige, la capacité d'agir, ça c'est un point auquel on est vraiment très souvent en prise en termes de recrutement et de structuration d'équipe. La capacité d'agir, ça correspond à l'autonomie dans le travail et ce qui est, alors évidemment cette autonomie, je dis et je redis et je ne le dirai jamais assez, elle doit être, relative et proportionnelle au type à l'investissement qu'on fait et donc au type de profil dans lequel on investit. Ça veut dire que, bah, globalement, j'en reviens toujours à ce même exemple, mais demander à un junior sorti d'école d'être autonome, c'est déraisonnable. Vous pouvez lui demander d'avoir, une bonne maturité professionnelle qui fait qu'il est autonome sur, le fait de, toquer à votre porte quand il a une difficulté, mmh, de tenir les délais auxquels il s'engage, enfin bref, un professionnalisme, une autonomie dans la gestion des tâches qui lui sont confiées. Mais une autonomie dans: «Je te confie un dossier et tu vas le gérer de A à Z et globalement, je dois avoir un niveau de relecture et de travail sur ce dossier qui soit minimaliste», c'est déraisonnable et ça n'est pas, cohérent et proportionnel par rapport au choix du profil et derrière à l'investissement qu'il fait parce qu'un profil ne coûte pas la même chose un profil junior ne coûte pas la même chose que, pour le coup, un profil expérimenté qui, en théorie, doit pouvoir apporter ce niveau d'autonomie opérationnelle. Donc tout est toujours, relatif au po cette notion d'autonomie doit être relative à la structuration du poste et le profil qu'on met en face, mais en tout cas, c'est important de réfléchir à cette notion de mettre les gens en capacité d'être en autonomie et c'est là où, si j'en viens à la limite, le pendant de ça, c'est que un collaborateur qui n'arrive pas à délivrer avec un niveau d'autonomie, heu, on va dire, qui est cohérent par rapport à ce que vous lui demandez de faire et par rapport au système que vous mettez en place pour que cette autonomie soit rendue possible. Tout ça est évidemment systémique. C'est une situation que si vous maintenez cette situation, vous malgré vous, quand bien même ça vient d'une volonté d'assurer une continuité dans la relation de travail, de vous dire que ça va changer, ça va évoluer, que vous prenez sur vous pour compenser par rapport à ce qui n'est pas fait ou mal fait par le collaborateur et cetera et cetera. On va conduire à, une situation délétère parce que la personne que vous managez, finalement, n'arrive jamais à atteindre un certain degré d'autonomie sur un certain périmètre de tâches et ça, en tant que tel, c'est susceptible de générer du mal-être au travail. C'est une, c'est une «source de stress» entre guillemets et donc c'est pas juste une histoire de c'est potentiellement pénible pour vous, mais vous prenez pour vous. C'est aussi, en tant que tel, un facteur, de mal-être au travail que d'avoir quelqu'un qui, n'est pas à la bonne place et qu'est-ce qu'on veut dire par n'est pas à la bonne place? Qui est à une place où finalement structurellement ou par rapport à ses compétences, on n'arrive pas à lui pouvoir être en mesure de lui offrir un niveau d'autonomie suffisant. Et donc rien que ça doit être un red flag. Ça doit être un red flag et ensuite, on a le pendant de ça, qui est que, de toute façon, le fait de prendre sur soi par rapport à cette autonomie qui n'est pas possible pour compenser, parce que du coup, on refait tout, parce qu'on vérifie tout, parce qu'on on vraiment le niveau de confiance qu'on peut avoir en la personne, qui travaille avec, ou pour nous, est très bas. Ça crée une usure, sur le manager, sur l'associé, sur le fondateur, qui, elle, va nécessairement créer de l'irritation, de l'irritabilité, quand bien même vous êtes la personne la plus zen du monde et que vous essayez de vous dire: «Bon allez, je garde mon» ça crée forcément, de l'usure quelque part et cette usure, déjà, elle est valable en tant que telle pour vous, c'est-à-dire que vous vous incluez dans l'écosystème et il y a aucune raison que votre propre bien-être au travail soit oublié dans cette équation.
Mais en plus, elle va de toute façon créer des susciter des comportements qui sont non souhaités, de votre part et qui sont juste la conséquence de cette usure, de cette fatigue, de cette lassitude, du fait de prendre sur vous. Ça va forcément ressortir quelque part et ça finit par ressortir quelque part et ça commence souvent de façon un petit peu passive-agressive, des petites remarques assez désagréables par-ci par-là et cetera ou juste, en fait, vous n'êtes plus souriant quand le collaborateur rentre dans votre bureau parce que vous vous dites: «Bon, qu'est-ce qui va me sortir encore?» Enfin, une atmosphère, globale d'inimitié, on va dire. Heu, donc ça c'est une chose, mais en plus, évidemment, il y a aussi l'impact pour vous et ça c'est entre guillemets «la troisième chose» sur laquelle je voulais, revenir. C'est que, encore une fois, quand bien même vous souhaitez offrir à vos collaborateurs des conditions de travail qui soient des conditions de travail, de bien-être au travail, si vous offrez des conditions de bien-être au travail avec vos collaborateurs, mais que par contre, la conséquence, c'est que vous, à titre personnel, vous vivez un enfer, ça n'est pas soutenable et ça n'est pas durable non plus. Et c'est ce que d'ailleurs, c'est le sens de ce qui est dit quand le bien-être ne se distribue jamais de manière homogène. Une décision peut alléger l'expérience de certains tout en alourdissant pour d'autres. Elle peut préserver le présent au prix de contraintes accrues pour l'avenir. Enfin, c'est ce sujet de c'est important que vous ne vous oubliez pas dans l'équation. Parce que vous faites partie du système, d'ailleurs parce que comme associé ou comme fondateur, le système, dépend probablement en grande partie de vous. Dans le sens où si, vous n'amenez pas de clients, si vous ne supervisez pas les dossiers, en fait, de toute façon, il y a pas d'argent qui rentre et s'il y a pas d'argent qui rentre, il y a pas de possibilité d'avoir une équipe et de prendre soin de son équipe. Donc en fait, de toute façon, le système dépend de vous. Et à partir du moment où le système dépend de vous, il dépend du fait que l'atmosphère globale soit soutenable pour vous, soit durable pour vous, dans des conditions qui sont aussi satisfaisantes pour vous. Ce qui ne veut pas dire que vous avez 0 zone de pénibilité dans votre travail. Ça veut juste dire que, elles doivent être, relatives et équilibrées exactement de la même manière que l'idée est qu'elle le soit pour vos collaborateurs. Donc ne vous soustrayez pas de cette réflexion sur le bien-être au travail à titre personnel. C'est pas juste pour les autres, parce qu'on veut être un bon manager, mais c'est aussi pour soi parce que, le juste, il en va du bien de l'organisation que vous aussi vous soyez bien et que vous ne vous soustrayez pas à cette exigence, à cette réflexion et puis aussi parce que tout simplement on n'est pas venu ici pour souffrir et que, vous pouvez avoir l'ambition pour vous-même de vous offrir des conditions de travail qui sont à la fois qualitatives pour les autres, mais aussi qualitatives pour vous. Mais ça implique des limites, et ça implique, un cadre et un cadre qui se réfléchit, qui se pose et qui s'applique et qui s'exécute. Celles et ceux qui ont des enfants, ici, savent qu'éduquer un enfant, ça n'est pas juste lui faire plaisir et lui être agréable, mais c'est aussi lui poser un cadre et que ce cadre peut être source et d'ailleurs va être source de frustration, mais que ça n'est pas pour autant pour cela que c'est un mauvais cadre. Et qu'il ne génère pas du bien-être dans la situation. Je vous dis ça, j'ai pas d'enfant, hein, donc tout ça est théorique, mais par contre, j'ai des salariés, donc je l'expérimente au stade du management. Dernière chose et donc finalement, c'est comment on y arrive? On y arrive et tout est dit dans cette phrase, cela signifie rendre les contraintes intelligibles, expliquer ce qui est demandé, nommer ce qui est perdu et reconnaître ce qui est exposé. Et on en revient à une question de communication et de qualité de la communication. C'est-à-dire que votre rôle n'est pas forcément d'invisibiliser ce qui fait que la structure tient et les contraintes sur la structure. Et au contraire, finalement, le fait de faire ça, de l'invisibiliser, ça ne vous aide pas à soutenir dans vos relations avec vos collaborateurs, des relations qui soient des relations d'adulte à adulte. Les contraintes, elles existent, mais elles existent pour une raison et ça se rend intelligible, ça veut dire que ça se communique et le fait de les communiquer, ça peut aussi vous permettre de faire remonter par le terrain et on en revient à finalement comment est-ce qu'on crée un système
qui est vertueux par rapport à cet objectif de conditions de travail qui sont compatibles avec le bien-être au travail. Mais ça peut aussi faire en sorte que votre équipe va challenger certains sujets, pas parce qu'elle va challenger la contrainte, mais parce qu'elle va challenger, peut-être, la nécessité de cette contrainte. L'exemple typique, je crois que j'ai donné dans l'épisode sur, le bien-être au travail, c'est, ben, oui, quand on est avocat, nécessairement, on finit tard ou on a des horaires tardifs et c'est structurel. Bah, en fait, potentiellement, non et ça se challenge. Il y a des moments où il y a des extras à faire, où il faudra travailler tard, où il faudra venir tôt le matin, où il faudra, travailler le week-end ou bref, il faudra se mobiliser, de façon intense, en dehors d'un cadre, défini de travail, mais ça n'a pas forcément besoin d'être structurel, d'être toutes les semaines, d'être tous les soirs et peut-être que c'est une question derrière de mieux s'organiser en équipe. Qu'est-ce qui fait que systématiquement, finalement, on a un rush le soir à 19:00? Moi, à titre personnel, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats où mon manager, systématiquement se mettait à revoir, les consultations ou les projets de consultation, les projets de conclusion qu'on lui soumettait, le vendredi en milieu d'après-midi et donc le moment où il était, disposé à en parler et où il fallait implémenter les modifications parce qu'il voulait aussi que ça parte avant la fin du week-end, enfin avant le départ en week-end, bah, finalement, c'était le vendredi à 19:00. Bon, ben ça, c'est pas forcément une contrainte qui est propre au métier. C'est juste sa manière d'organiser son temps à lui qui générait, le fait d'avoir régulièrement des vendredis soirs, pourris, juste parce que, bah, le moment où lui se décidait à se motiver pour faire ça, c'était ce moment-là. Heu, donc ça, c'est typiquement pas c'est une contrainte, certes. C'est une contrainte qui est, intelligible dans le sens où on peut se dire: «Bah oui, la deadline pour le client, c'était vendredi». Enfin, c'est on avait dit au client qu'on lui faisait un retour pour vendredi, très bien. Mais donc elle est intelligible, mais est-ce qu'elle est nécessaire? Pas forcément et c'est susceptible de générer des discussions, vertueuses en équipe parce que du coup se pose la question de peut-être qu'on peut s'organiser différemment et ce qui va impliquer une autre organisation de l'associé en l'occurrence, mais cette autre organisation peut être vertueuse à titre global, pour l'organisation. Et puis, bah, après, l'associé peut partir du principe que lui, il aime travailler que comme ça, et pourquoi pas, mais bon, bah, après c'est toujours ces arbitrages de fidélisation d'équipe et cetera. Mais vous comprenez cette idée, en tout cas de rendre les contraintes intelligibles. Expliciter ce qui est demandé, donc être clair sur ce qu'on demande et pourquoi on le demande. Nommer ce qui est perdu et reconnaître ce qui est exposé dans une contrainte et dans une contrainte qui va créer quelque chose de potentiellement vu comme négatif par, votre collaborateur. Les arbitrages peuvent être explicités aussi. Je prends cette décision et je prends cette décision parce que, en l'occurrence, il y a ça et ça et ça et ce que je priorise, c'est ça et je suis bien conscient que ça va avoir un impact, sur, telle autre chose. Mais là, compte tenu de l'organisation au global, je pense que la meilleure décision, ça va être plutôt de prioriser ça et donc, eh bien, le cadre et la limite et la décision est celle-ci, quand bien même elle comporte un élément qui soit négatif pour toi. Et ça se en fait, ça se verbalise. Je vous donne un exemple, très concret et très récent. Une de mes collaboratrices m'a demandé si elle pouvait, poser, un jour, off et 99 du temps, je dis «oui» et là, en l'occurrence, je lui ai dit: «Ben, est-ce que tu penses avoir le temps d'avancer sur tel mandat, la semaine prochaine, tout en posant telle journée?» Donc en l'occurrence, ton vendredi et la réponse était, «Ben, ça me semble compliqué». Et donc j'ai dit: «Ben, voilà, si tu y arrives, tu peux poser ton vendredi. Si tu y arrives pas, là, compte tenu du plan de charge et de l'organisation, je ne suis pas d'accord pour que tu poses ce vendredi». Bon, elle nous a demandé un vendredi pour le vendredi suivant, enfin, je veux dire et c'est difficile de dire non. Moi, j'aime pas dire non, j'ai envie de dire oui et quand une collaboratrice me demande si elle peut poser sa journée, bah, j'ai envie de lui dire oui, quoi qu'il arrive. Mais au vu de l'organisation globale, au vu de nos contraintes actuelles, au vu de plein de choses,
j'ai été amenée à lui dire un non, ou en tout cas à conditionner mon oui et comme, c'est une professionnelle, diligente et intelligente, elle a finalement elle-même, choisi de enfin, ouais, de ne pas poser sa journée pour pouvoir avancer sur les choses qui devaient avancer, en comprenant très bien pourquoi, et pourquoi est-ce que c'était complexe et puis en mettant ça en parallèle avec le fait que le mois de mai arrive et qu'il va y avoir plein de longs week-ends et qu'elle a des vacances qui arrivent aussi bientôt et que du coup tout ça va lui permettre de ne pas subir d'engorgement. Voilà pour vous donner un exemple, de «limite» entre guillemets et surtout de la discussion qui s'instaure autour de ça parce que c'est pas juste: «Est-ce que je peux poser ma journée? Oui. Est-ce que je peux poser ma journée? Non». C'est, ben, si je te dis oui ou si je te dis non et surtout si je te dis non, en fait, pourquoi est-ce que je te dis non? Et qu'est-ce qui se joue dans ce non et quels sont les critères de décision? Voilà, je m'arrête là, ça fait une demi heure, je pense que j'ai bien explicité le sujet. Au plaisir, ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous et cette expérience avec vous aussi. J'espère que ça vous donne, des clés de réflexion et au-delà de réflexion, des clés d'action pour, trouver votre juste place dans les décisions que vous êtes amenés à prendre, y compris les décisions difficiles et cet objectif, que vous souhaitez, que vous avez pour votre équipe de bien-être au travail. Voilà, si cet épisode, vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker, laisser un petit commentaire, bref, ce qui permet de faire vivre, cette chaîne aussi et puis je serais ravie d'en discuter avec, celles et ceux d'entre vous qui sont confrontés à ça dans leur quotidien et pour qui ça pose peut-être aussi des questions de réorganisation de leur équipe, de séparation d'un collaborateur, de réflexion dans le cadre du recrutement d'un nouveau collaborateur et cetera. Vous savez où me trouver. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous écoutez ça le soir cet épisode le soir et je vous dis à bientôt.